et il est intarissable. Il va faire un peu un petit tour d'horizon sur l'esprit des Persans. Dans le reste du royaume, le sang persan est présentement devenu fort beau, par le mélange du sang géorgien et circassien, qui est assurément le peuple du monde où la nature forme les plus belles personnes, et un peuple brave et vaillant, de même que vif, galant et amoureux. Il n'y a presque aucun homme de qualité en Perse qui ne soit né d'une mère géorgienne ou circassienne, à compter depuis le roi, qui d'ordinaire est géorgien ou circassien du côté féminin. À vous de vérifier. Et comme il n'y a plus de 100 ans que ce mélange a commencé de se faire, le sexe féminin s'est embelli comme l'autre, et les persanes sont devenues fort belles et fort bien faites, quoique ce ne soit point au point des géorgiennes. Pour les hommes, ils sont communément hauts, droits, vermeils, vigoureux, de bon air et de belle apparence. La bonne température de leur climat, la sobriété dans laquelle on les élève, ne contribuent pas peu à leur beauté corporelle. Pour l'esprit, les Persans l'ont aussi beau et aussi excellent que le corps. Leur imagination est vive, prompte et fertile. Leur mémoire est aisée, féconde. Ils ont beaucoup de dispositions aux sciences, aux arts libéraux et aux arts mécaniques. Ils en ont aussi beaucoup pour les arts. Ils aiment la gloire ou la vanité, qui est la fausse image. Leur naturel est pliant et souple, leur esprit facile et intrigant. Ils sont galants, gentils, polis, bien élevés. Leur pente est grande et naturelle à la volupté, au luxe, à la dépense, à la prodigalité, et c'est ce qui fait qu'ils n'entendent ni l'économie ni le commerce. Admirez. En un mot, ils apportent au monde des talents naturels aussi beaux qu'aucun autre. Mais il n'y en a guère qui pervertissent ces talents autant qu'ils le font. Vous voyez la restriction qui vient tout de suite après l'éloge, c'est très habile. C'est déjà une plume du XVIIIe siècle, nous y sommes presque. Ils sont fort philosophes sur les biens et les maux de la vie, sur l'espérance et sur la crainte de l'avenir. Bon. Voilà un peu quelques témoignages de notre Jean Chardin sur la Perse, et il y en aurait encore beaucoup d'autres. Par exemple, les Persans sont les peuples les plus civilisés de l'Orient, les plus grands complimenteurs du monde. Et vous verrez tout à l'heure que ça va être un peu désagréable. Je le dirai encore une fois, les Persans sont assurément les peuples les plus caressants du monde. Ils ont les manières les plus touchantes et les plus engageantes. Merci Jean Chardin. Nous allons laisser la parole maintenant à quelqu'un d'autre qui s'appelle Hérodote. Alors, Hérodote, eh bien, c'est un grand historien, donc c'est notre reporter pour l'Antiquité, mais il est un peu sujet à caution, car Hérodote s'emballe assez vite dans ses narrations et surtout dans ses descriptions de paysages ou de mœurs des gens qu'il a, bien sûr, observés. Alors, c'était sujet à caution parce que d'abord c'est un grec, il est de la ligne mineure à Halicarnasse, côté ouest de la Turquie actuelle, et il est complètement imprégné de mythes grecs. Voilà, il y a toujours un peu un mythe grec à l'arrière-plan qui fait de l'ombre sur les récits. On rapporte tout à la mythologie et on essaie de trouver justement une justification des faits humains par le rôle d'un dieu. Et c'est encore actuel, même si ce sont des gens un peu dégagés du culte strict des dieux grecs. Alors, nous allons interroger aussi Hérodote sur quelques petits exemples concernant les mœurs de la Perse. Les Perses, à ma connaissance, observent les usages suivants. Ils n'élèvent aux dieux ni statue, ni temple, ni autel. Ils traitent au contraire d'insensé ce qu'ils font. C'est à mon avis parce qu'ils ne croient pas, comme les Grecs, que les dieux aient une forme humaine. Ils ont coutume de sacrifier à Zeus. Alors, vous voyez, déjà, Zeus, c'est la référence grecque. Hein. Bon, il n'a pas fait l'effort de donner la référence certaine. Sur le sommet des plus hautes montagnes, ils donnent le nom de Zeus à toute la circonférence du ciel. Ils font encore des sacrifices au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau et au vent. Et n'en offrent de tout temps qu'à ces divinités. Mais ils y ont joint, dans la suite, le culte d'Aphrodite Urania qu'ils ont emprunté des Assyriens et des Arabes.
Les Assyriens donnent à Aphrodite le nom de Milita, les Arabes celui d'Aliba, et les Perses l'appellent Mitra, culte du soleil. Quelques pêle-mêle ainsi, souvent, sous la plume d'Hérodote, nous avons des détails sur la vie quotidienne. Je vous en livre quelques-uns. Les Perses pensent devoir célébrer plus particulièrement le jour de leur naissance que tout autre, et garnir alors leur table d'un plus grand nombre de mets. Ce jour-là, les gens riches se font servir un cheval, un chameau, un âne et un bœuf entier, rôtis à leur foyer. Les pauvres se contentent de menus bétail. Les Perses mangent peu de viande, mais beaucoup de desserts, qu'on apporte en petite quantité à la fois. C'est ce qui leur fait dire que les Grecs, en mangeant, cessent seulement d'avoir faim. Parce qu'après le repas, on ne leur sert rien de bon, et que si on leur servait quelque chose de bon, ils ne cesseraient pas de manger. Ils sont forts à donner au vin. Et ils ne se permettent ni de vomir ni d'uriner devant le monde. Ils observent encore aujourd'hui ces usages. Ils ont coutume de délibérer sur les affaires les plus sérieuses après avoir bu avec excès. Mais le lendemain, le maître de la maison, où ils ont tenu conseil, remet la même affaire sur le tapis avant que de boire. Si on l'approuve à jeun, elle passe. Sinon, on l'abandonne. Il en est de même des délibérations faites à jeun. On les examine de nouveau lorsqu'on a bu avec excès. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout cela est un peu sujet à caution, c'est évident. Un autre petit passage, puis ensuite on pourra peut-être s'arrêter quelques instants. Encore un petit passage, voilà, de ce cher Hérodote. Alors, les Perses adoptent facilement les coutumes étrangères. Ils ont pris en effet l'habillement des Mèdes, s'imaginant qu'il est plus beau que le leur, etc. Après les vertus guerrières, ils regardent comme un grand mérite d'avoir beaucoup d'enfants. Et enfin, il ne leur est pas permis de parler des choses qu'il n'est pas permis de faire. Ils ne trouvent rien de si honteux que de mentir. Et après le mensonge, que de contracter des dettes. Et cela pour plusieurs raisons, mais surtout parce que, disent-ils, celui qui a des dettes ment nécessairement. Voilà, etc. Voilà, on va s'arrêter là sur cette petite chronique des mœurs pour le moment, de la vie quotidienne. Nous allons voyager en musique par la musique de Maître Bari en Iran. Et comme ça, vous allez reprendre votre souffle un petit peu. Et non, on ça va. continue. Ça va, ça va. Ça ne me dérange pas. Alors tout le monde, voilà, tout le monde connaît l'instrument de ney. Je vais vous jouer. Voilà, si la vous voulez. ney, c'est une espèce de flûte en roseau à 7 nœuds, ce qu'on appelle ney half band. 6 trous, 5 devant et un seul derrière. Et donc voilà, je vais vous jouer quelques airs dans les répertoires classiques iraniens.